Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais raconter des threads, mais cette fois-ci ce seront des threads qui seront vos histoires. J'ai pris plusieurs histoires qui m'ont été envoyées par Instagram, il y en aura 5 dans cette vidéo. Je trouve ça plutôt bien de faire à chaque fois les 5 threads Reddit, les 5 histoires mystérieuses. J'aime bien ce format là parce qu'on peut le détourner de plusieurs manières. J'espère que ça vous plaît aussi, en général en tout cas ça a l'air de vous plaire des commentaires que je vois sous les vidéos. D'ailleurs merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez sous toutes les vidéos, ça fait vraiment chaud au cœur. Dans ces histoires d'abonnés, nous allons voir des récits que vous m'avez envoyés. À chaque fois les noms utilisés seront des faux noms pour préserver l'anonymat des personnes qui m'ont envoyé leurs histoires. Je tiens à préciser, encore une fois, dans le cadre de ce thread d'horreur abonné, que l'horreur est quelque chose de subjectif. Peut-être que certains, en écoutant une histoire ou une autre, ne seront pas forcément impactés, n'auront pas forcément de frissons, mais l'important pour moi dans les threads d'horreur abonnés, c'est de partager des histoires qui vous ont fait flipper, vous, ceux qui m'ont envoyé les histoires. Donc ça va en toucher certains, d'autres un peu moins, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Ce sont des histoires qui laissent certains traumatismes et en se mettant à la place des personnes qui les ont vécues, on comprend totalement pourquoi elles ont été effrayées. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo, c'est vraiment très important. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui le feront. Si vous souhaitez, comme les personnes qui m'ont partagé leurs histoires, me raconter quelque chose qui vous est arrivé, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram, sur le profil qui s'affiche juste ici, ou alors utiliser le mail qui se trouve dans la description, ou alors vous pouvez me suivre si simplement vous souhaitez être au courant des annonces des prochaines vidéos ou alors me donner votre avis quand je le demande. C'est avec plaisir que je vous retrouve là-bas. Je crois que j'ai tout dit pour l'introduction. Si vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans ces différentes histoires d'abonnés. La première histoire que je vais vous partager est l'histoire de Sandra. Sandra partage une histoire qui lui est arrivée en 2018 quand elle avait 9 ans. Elle avait été invitée à l'anniversaire d'une amie avec qui elle n'a plus de contact aujourd'hui. Et il se trouve que pour animer cet anniversaire, la mère de son ami avait invité un clown pour faire rire les enfants. Les clowns déjà, ça passe ou ça casse. C'est soit on adore ça, soit on déteste. Eh bien Sandra fait partie du groupe de personnes qui détestent les clowns. Donc déjà, quand le clown est arrivé, elle était mal à l'aise. Personnellement, moi aussi quand j'étais petit, les clowns c'était pas quelque chose qui me faisait rire, c'était plutôt quelque chose qui avait tendance à m'effrayer. Sandra trouve que ce clown n'est pas très drôle, ses blagues ne sont pas marrantes, mais en plus de ça, elles sont assez méchantes. Par exemple, il se moquait de comment était habillée une des jeunes filles, pour vous donner un petit peu le type de blague que ce clown pouvait faire. En plus de ça, ce clown ne prenait pas vraiment en compte les envies des différents enfants. C'est-à-dire qu'il faisait jouer à des jeux, et Sandra n'en avait pas envie. À un moment donné, il a proposé de faire un karaoké. Il l'a proposé à Sandra de participer, mais Sandra ne voulait pas, mais il l'a forcé à le faire. Ce clown était assez brusque, pour forcer Sandra à jouer, il l'a attrapé par le bras et lui a fait mal. Et il était surtout très brusque quand on n'agissait pas de la manière dont il le souhaitait. L'anniversaire a suivi son cours, à un moment donné le clown faisait des animaux avec des ballons, et ça c'est quelque chose qui plaisait à Sandra, donc avec une amie elle allait voir le clown pour demander un ballon. Il a fait le ballon pour l'ami de Sandra, il lui a donné. Il a fait le ballon pour Sandra, sauf que là il ne veut pas lui donner, sauf si elle lui fait un câlin. Sandra, qui n'aime pas les clowns, n'en a pas envie, mais elle voulait vraiment avoir ce ballon. Donc elle a cédé, elle lui a fait un câlin. Et c'est en lui faisant ce fameux câlin qu'elle a vu quelque chose qui l'a mise extrêmement mal à l'aise. Le clown avait une salopette très large. Et quand on était vraiment proche de lui, en tout cas de la manière dont était mise Sandra, elle voyait à l'intérieur de cette salopette, de son pantalon. Ce clown ne portait aucun vêtement, pas de pantalon, pas de sous-vêtements. La seule chose qu'il avait, de ce que décrit Sandra, c'est une sorte de chaussette sur ses parties intimes. Sandra était petite donc elle était mal à l'aise, mais elle ne savait pas à quel point c'était problématique. Et elle en est sûre, maintenant avec le recul, ce clown était excité par la situation. Après le fameux câlin, le clown a finalement donné le ballon à Sandra et il lui a fait une autre demande. Juste avant de lui donner le ballon entre les mains, il lui a dit que pour l'obtenir définitivement, elle devait lui faire un bisou. Sandra, elle avait déjà cédé pour le câlin, mais un bisou pour elle, c'est impossible. Et l'homme insiste. Il se frottait le visage en lui disant « fais-moi un bisou ». Il faisait des grimaces qui n'amusaient pas du tout Sandra et qui lui donnaient la chair de poule. Et ce sont des grimaces qu'elle voit encore aujourd'hui quand elle ferme les yeux. C'est un visage qui l'a marqué. Finalement, elle cède pour obtenir son ballon et mettre fin à tout ça qui la met mal à l'aise. Bien que ce clown ait obtenu ce qu'il voulait, il a quand même dit de Sandra qu'elle était une mauvaise enfant et qu'elle n'était pas polie. Le soir de l'anniversaire, la mère de Sandra est venue la chercher et l'homme déguisé en clown est allé parler à la mère de Sandra disant qu'il souhaitait
participer à l'anniversaire de celle-ci pour l'animer. Il a écrit son numéro de téléphone sur un bout de papier qu'il a tendu à la mère, elle était plutôt partante, et ce clown était très insistant sur le fait d'être présent à cet anniversaire. Dès que Sandra et sa mère sont sortis de l'appartement de son ami où avait lieu l'anniversaire, elle a dit qu'elle ne voulait pas du tout que ce clown vienne quand ce serait son tour de fêter son anniversaire. Sandra n'a rien dit sur ce qui s'est passé parce qu'elle était petite, donc elle n'a pas compris que tout ce qui s'était passé, c'était pas normal. Néanmoins, à l'heure d'aujourd'hui, toute cette histoire lui trotte encore dans la tête et elle se doute, et je pense qu'on peut être d'accord avec ce qu'elle dit, c'est que cet homme, ce clown, est quelqu'un qui a une passion malsaine pour les enfants. Sandra ne l'a plus jamais revu, donc elle ne sait pas si ce clown a déjà commis l'irréparable sur des enfants. Elle espère évidemment que non, nous aussi. Et elle se souvient encore plutôt bien de ce qui s'est passé à cet anniversaire. Il était assez tactile avec les enfants, trop tactile. Et elle se pose la question. C'est quelque chose qui lui trotte dans la tête. Cette question, c'est qu'est-ce qui se serait passé si il était venu à l'anniversaire de Sandra? Est-ce qu'il aurait essayé de commettre quelque chose de très malsain? Est-ce qu'il aurait eu le même comportement qu'à cet anniversaire? Ça, d'un côté, heureusement, on n'en a aucune idée. Avec le recul également, Sandra se dit qu'elle aurait dû parler de ce qui s'est passé à un adulte, mais on ne peut pas lui jeter la pierre, je pense, parce que à 9 ans, on ne comprend pas forcément que telle ou telle chose, c'est pas normal et qu'il faut en parler. En tout cas, Sandra, merci à toi pour ton témoignage. Je pense que déjà avoir le souvenir de ce genre d'événement, c'est quelque chose qui doit pas être facile, qui doit être assez traumatisant, mais en plus de ça, associer ça à quelque chose que tu n'aimes déjà pas, c'est-à-dire les clowns, ça doit être vraiment horrible. Se dire que quelque chose qui t'a traumatisé a été causé par quelque chose qui t'effrayait déjà avant, ça fait un cumul d'horreur qui, je trouve, est très difficile à imaginer. Merci encore une fois d'avoir partagé ton témoignage, et nous allons voir maintenant l'histoire suivante. L'histoire maintenant que je vais vous présenter est celle d'Alice. Cette histoire s'est passée en octobre 2022, donc plutôt récemment. Alice revenait de soirée avec un de ses amis aux alentours des 2h du matin en voiture. Pour contextualiser un petit peu, elle nous dit qu'elle vit dans un immeuble, un appartement, et que son immeuble se trouve juste à côté d'un rond-point. Quand on arrive sur le rond-point, on prend une sortie et on a juste à tourner à un moment donné à droite et on arrive sur le parking de l'immeuble. Donc au moment où elle est ramenée par son ami, le trajet s'était bien passé, la soirée s'était bien passée, mais c'est en arrivant au niveau de ce fameux rond-point que là, quelque chose d'étrange s'est passé. Sur le rond-point, il y avait un homme qui regardait la route avec les bras croisés. D'abord, Alice s'est dit que cet homme attendait peut-être que quelqu'un vienne le récupérer, mais ce qui était surprenant, c'est que il était tard dans la nuit, entre 2 et 3 heures du matin, il n'y avait aucune circulation, donc on va dire que toute la situation était bizarre. Donc, automatiquement, en voyant cette chose bizarre, ça se remarque, ça nous reste dans l'esprit. C'est pas comme si on était sur une route et on voit quelqu'un marcher à côté et on l'oublie directement. Ça, c'est quelque chose qui reste dans l'esprit d'Alice. Alice et son ami arrivent sur le rond-point, ils font le tour tranquillement, ils prennent la route et alors qu'ils font le tour du rond-point, l'homme pose ses yeux sur la voiture et il suit la voiture du regard. Mais de ce qu'Alice décrit, ce n'était pas un regard de curiosité. Comme quand on regarde, naturellement, une voiture passer quand on attend au passage piéton ou quand on regarde quelque chose parce que nos yeux sont attirés vers la lumière. Pas du tout. Le regard de l'homme était totalement vide, sans émotion. Le trajet continue pendant 1 minute ou 2 à peine. Et là, Alice ainsi que son ami qui conduit arrivent devant l'immeuble où elle vit. Il ne se gare pas directement devant l'entrée, il se gare à quelques mètres plus loin parce que c'était plus simple pour garer la voiture. Habituellement, quand Alice se fait ramener comme ça, elle dit au revoir à son ami, elle sort et elle rentre chez elle tranquillement. Sauf que là, vu qu'elle avait encore en tête cet événement bizarre qui l'a marqué dans sa tête, elle n'est pas sortie tout de suite de la voiture. Elle a regardé dans le rétroviseur qui naturellement projetait l'image qu'il y avait derrière elle. Et en regardant, elle voit qu'il y a l'homme du rond-point, qui marche vers le véhicule, mais de manière très calme. On pourrait se dire que c'est un homme qui vit dans le coin. Sauf qu'Alice ne l'a jamais vu, donc la situation qui s'est passée avant, plus le fait qu'elle ne l'a jamais vu, ça allume des signaux d'alerte dans sa tête. Elle se dit qu'il y a quelque chose qui est étrange. Et une chose se rajoute à cela, c'est qu'il y a à côté de l'entrée de son bâtiment, une sorte de gros bloc noir qui, selon elle, est peut-être un bloc électrique. En tout cas, il y a une petite infrastructure, et elle remarque que l'homme qui marchait calmement, de manière très précipitée, d'un coup, se cache derrière ce fameux bloc noir pour ne plus être visible. Tout de suite, Alice a raconté à son ami ce qu'elle a vu, et son ami lui dit « Écoute, ne sors pas, on va refaire un tour de rond-point, et on va voir ce qu'il en est. » Donc la voiture repart en direction du rond-point, et quand la voiture repart, Alice remarque que l'homme sort de sa cachette, et il commence à remarcher calmement vers le rond-point. Le rond-point, et là où était caché l'homme, c'était pas très loin, donc en
quelques minutes, l'homme a pu se retrouver de nouveau sur le rond-point, et quand la voiture est passée à côté de lui, Alice a remarqué que l'homme regardait la voiture avec non plus un regard vide, mais un regard de colère. Ça a tétanisé sur le moment Alice, mais elle a vite été détendue parce qu'elle n'était pas toute seule. Elle était en présence de son ami, donc d'un autre côté, il y avait cette présence rassurante qui a réussi à contrebalancer la terreur que cet homme lui faisait subir. Alice et son ami font plusieurs tours du rond-point, mais ils n'allaient pas tourner autour du rond-point éternellement. Donc ce qu'ils décident de faire, c'est rapidement d'aller devant l'entrée de l'immeuble, mais vraiment devant l'entrée, pas là où on peut se garer, qu'Alice sorte rapidement de la voiture et rentre dans le bâtiment. Bâtiment qui était sécurisé, on rentrait pas comme ça. Le temps que l'homme vienne même en courant jusqu'à l'entrée, elle aurait normalement le temps de se mettre en sécurité. Le plan a été mis en exécution et il a bien fonctionné. Alice a réussi à rentrer dans le bâtiment et à rentrer chez elle. Elle n'a pas réussi à s'endormir de suite parce qu'elle avait encore toutes ces situations qui lui traînaient en tête, et il se trouve qu'elle avait une terrasse qui donnait sur le fameux rond-point, la zone du rond-point. Donc de temps en temps, elle allait voir si cet homme était toujours là, et la réponse est oui. L'homme était là, à regarder toujours la route, comme il le faisait quand Alice l'a vu pour la première fois. Alice a tellement été stressée par cette situation, et stressée encore, même en sécurité, qu'elle s'est couchée à 5h du matin, elle n'a pas réussi à s'endormir avant. Quand elle s'est couchée à 5h, l'homme était toujours là, en train de faire la même chose. Elle a pensé à appeler la police, mais finalement, elle a abandonné cette idée parce qu'elle se dit que la police, en fait, n'aurait rien pu faire. L'homme n'a pas fait de mal à Alice, il lui a fait peur, mais il lui a pas fait de mal physiquement. Donc la police, soit serait venue sur les lieux constater que l'homme est bien là, ou alors ils auraient dit écoutez madame, il ne s'est rien passé, peut-être que l'homme est juste un peu alcoolisé, laissez tomber. Ce qui a fait après ces événements beaucoup réfléchir Alice et qu'ils n'ont pas mis bien, c'est qu'elle pensait à ce que l'homme aurait pu faire si jamais elle était sortie comme elle avait l'habitude de faire du véhicule et qu'elle s'était rendue naturellement vers son entrée de bâtiment seule. Son ami lui serait parti et elle se serait retrouvée devant son entrée de bâtiment, seule, face à cet homme. Merci Alice d'avoir partagé ce témoignage. C'est une histoire, je trouve, qui est assez flippante parce que déjà on a une situation qui est particulière à vivre, mais après on a tout ce questionnement où on se demande clairement est-ce que cet homme avait de mauvaises intentions, et le fait qu'il se cache, clairement ça laisse présager que oui. Mais lesquelles, ça par contre on ne le sait pas. Est-ce qu'il voulait racketter, voler un portefeuille ou un téléphone, ou alors est-ce qu'il avait des idées beaucoup plus malsaines comme un abus. On est fort heureux que rien ne se soit passé de tout cela, et qu'Alice ait pu se mettre en sécurité très rapidement, sans avoir, malgré les traumatismes psychologiques, un traumatisme en plus physique. Maintenant nous allons voir le témoignage de Lisa. Lisa nous raconte quelque chose qui s'est passé à Noël. C'était un Noël où tout se passait bien. Le repas s'est bien passé, l'ouverture de cadeaux a été fort réjouissante, et c'est aux alentours de 2h du matin que la soirée s'est terminée. Certains des invités sont partis, ils sont rentrés chez eux, mais d'autres invités, eux qui avaient un peu trop bu, ont dormi sur place. Lisa n'avait pas sommeil de suite parce qu'elle était encore animée de l'excitation de Noël, donc après s'être brossé les dents, elle s'est mise au lit et elle a décidé de regarder quelques vidéos, des vidéos d'horreur notamment, ce qui la nuit peut mettre quelques frissons déjà. Et à un moment donné, elle a entendu un léger tapotement sur sa porte de chambre qui était fermée. Elle s'est levée, sans faire de bruit. Elle pensait qu'il y avait peut-être des gens qui s'étaient réveillés, donc pour en avoir le cœur net, plutôt que d'ouvrir la porte de sa chambre, elle a décidé de regarder au travers de la serrure. Et en regardant au travers de la serrure, elle a vu quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Elle a vu l'œil d'un homme la fixer de l'autre côté de la serrure. Immédiatement, Lisa voulait hurler, mais elle avait peur qu'en hurlant, elle provoque quelque chose de pire que ce qu'il ne se passait là. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a retiré son œil de la serrure et elle a patienté pendant quelques secondes qui lui paraissaient être très longues, sans faire le moindre bruit. Elle a essayé de réfléchir, de rationaliser sur ce qu'il se passait. Elle se dit que peut-être un des invités qui dormait sur place lui faisait une farce, sachant que sa passion pour l'horreur n'était pas quelque chose de secret. Elle s'est précipitée ensuite dans sa salle de bain. Elle a une petite salle de bain qui est dans sa chambre. Donc elle s'est cachée là pendant un instant et elle se disait qu'il fallait qu'elle aille voir sa mère rapidement. Pendant une bonne partie de la nuit, Lisa a patienté là et à un moment donné elle a trouvé le courage d'aller retrouver sa mère. Quand elle était sûre qu'il n'y avait plus de tapotement, elle allait retrouver sa mère en courant, elle l'a réveillée et elle a raconté ce qui s'était passé. Sa mère l'a cru, elle n'a pas pensé que c'était un invité qui faisait une farce, et après avoir inspecté la maison, l'homme n'a pas été retrouvé. Mais une chose a été découverte, c'est que la porte arrière de la maison avait été ouverte. Elle n'a pas été forcée,
par un intrus. Elle a été ouverte suite à un oubli de la part de la mère de Lisa. En ramenant certains invités à la porte qui étaient partis par la porte arrière, dans l'euphorie suite à cette fameuse fête de Noël, elle a tout simplement oublié de fermer la porte arrière à clé, et quelqu'un s'est servi de cette opportunité pour s'infiltrer dans la maison. La police n'a pas été appelée parce qu'il n'y avait pas d'effraction, la porte n'avait pas été forcée, l'homme était rentré comme ça, il a simplement été vu par Lisa qui était incapable de dire à quoi il ressemblait parce que elle n'a vu en soi que son œil qui n'avait aucune caractéristique particulière, et rien n'a été volé dans la maison. C'est là que son témoignage s'arrête. Les histoires d'intrusion, c'est toujours quelque chose qui traumatise. J'ai jamais raconté, je crois, d'histoire d'intrusion qui se passe à Noël, et ce qu'il me semble en tout cas, c'est que les périodes de fête, généralement pour les voleurs, c'est une aubaine parce qu'ils savent que certaines personnes ne seront pas chez elles, et qu'elles ne seront pas chez elles pendant un bon moment, donc ils profitent de ce genre d'événements pour aller cambrioler certaines maisons. Je crois que c'est le genre de choses qui arrivent. Peut-être qu'en voyant que la maison de Lisa était silencieuse, l'intrus a pensé qu'elle était vide, mais il s'est vite rendu compte que ce n'était pas le cas quand il a aperçu qu'il y avait Lisa dans une chambre, et qu'à ce moment-là, il a décidé de prendre la fuite. Quelles étaient ses intentions de base? Je pense, même si je ne peux pas en être sûr que c'est le cambriolage, peut-être, si on rajoute un peu de spéculation à tout cela, il a observé dans plusieurs chambres, et il a remarqué qu'il y avait du monde dans la maison, donc il s'est dit que si jamais il se faisait repérer, c'était mal pour lui, donc il a préféré prendre la fuite. Je pense que ça se tient aussi. En tout cas, merci à toi Lisa pour ton témoignage. Je suppose que cette expérience a créé quelques nouvelles habitudes, comme vérifier que toutes les portes et fenêtres sont fermées quand on va se coucher, notamment la porte arrière. Je pense que c'est le genre de choses qui maintenant ne s'oublie plus. Dans cette nouvelle histoire, nous allons suivre le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Ashley. C'est une histoire qui s'est passée il y a à peu près 2 ans. Elle nous dit que l'une de ses amies, Lucie, avait son propre appartement. Elle l'avait depuis quelques mois, et donc avec 3 autres amies, elles ont décidé de s'organiser une petite soirée entre filles. Et pendant cette soirée, Lucie raconte quelque chose d'assez étrange. Elle dit que depuis une semaine, à chaque fois qu'elle rentre chez elle, à 21h10, toujours, elle entend quelqu'un frapper à son volet. Pour le contexte, elle habite dans une petite campagne où il y a à peine 200 habitants. Son appartement est un studio, au rez-de-chaussée, et sa porte d'entrée est une petite porte-fenêtre avec un volet. Ce volet est régulièrement fermé, et évidemment des questions se posent. Est-ce que ça pourrait être le propriétaire, le voisin? Mais Lucie assure que non. La soirée se passe, tout se passe bien d'ailleurs, les filles se racontent des histoires, elles consomment un peu de boisson, enfin tout se passe bien, une soirée normale. C'est vers 4h du matin qu'il ne reste que Ashley ainsi qu'une de ses amies, Alicia, qui sont réveillées, les autres étant un peu fatiguées, en même temps à 4h du matin ça peut se comprendre, dormaient. On rappelle que le logement est un studio, donc il n'y a pas de chambre d'amis. Il y a des matelas qui ont été disposés par terre, et pour éviter de faire un peu de bruit et de réveiller ceux qui dorment, Ashley et Alicia décident de sortir à l'extérieur de l'appartement pour fumer une cigarette, et continuer à parler sans réveiller tout le monde. Elles sortent donc, et pour être sûres de ne pas déranger, elles se placent non pas devant le logement, mais sur le trottoir d'en face. Au bout d'un petit moment, une voiture s'arrête devant les 2 jeunes filles à une certaine distance, à environ 10 ou 15 mètres, avec les pleins phares, ce qui éblouit un petit peu Ashley et son ami. Un peu mal à l'aise par rapport à cette situation, parce qu'en plus il est tard dans la nuit, il n'y a aucune circulation, donc ça se remarque ce genre de choses. Ashley et son ami chuchotent, et à un moment donné elles décident de faire comme si elles avaient fini de fumer leur cigarette et de retourner vers le logement. Et alors qu'elles se trouvent sur la route, là la voiture se met en marche et accélère sur les 2 jeunes filles. Évidemment, Ashley et Alicia paniquent et elles se précipitent à l'intérieur du logement. Il ne leur est rien arrivé, ils n'ont pas été fauchés par la voiture, fort heureusement. Paniquées parce qu'il vient de se passer, elles réveillent leurs amis pour leur raconter ce qui s'est passé. Elles racontent que quelqu'un leur a foncé dessus, et Lucie, celle qui vit dans le logement, dit que c'est quand même étrange qu'à 4h du matin dans un village où il n'y a aucune circulation, quelqu'un fasse ce genre de choses. Donc la conclusion qui ressort de cette discussion, c'est que la personne qui a fait ça n'était pas là par hasard. Évidemment, c'est le genre de conclusion qui ne rassure pas du tout. Il ne se passe plus rien de la nuit, la vie suit son cours pendant une semaine. Au bout de cette semaine, Ashley retourne chez Lucie, mais seule cette fois-ci. Lucie dit que la personne qui frappe à 21h10 le fait toujours. Et là, bonne coïncidence, à 21h10, Ashley est toujours là. Donc quand ça frappe, elle décide d'aller voir ce qu'il en est. Lucie, elle, avait trop peur à chaque fois pour regarder parce qu'elle vivait seule. Donc là, étant à 2, il y avait plus de courage. Donc quand ça toque, Ashley se précipite à la fenêtre pour voir ce qu'il se passe. Il y avait un homme qui avait une capuche, mais la capuche ne cachait pas l'entièreté de son visage. Donc elle a pu voir que cet homme, qui était à l'extérieur, qui ne voyait pas qu'il était en train d'être observé, souriait.
Voulant mettre un coup de pression à cet homme, Ashley a crié que la police allait être contactée si l'homme ne partait pas. Et l'homme est parti suite à cette menace. Il s'est dirigé vers une voiture, et en voyant cette voiture, Ashley a eu un choc. C'était la même voiture qui avait essayé de lui rentrer dedans une semaine plus tôt. Quelques semaines après ces événements, Lucy a déménagé, et elle n'a jamais plus eu de nouvelles de cet homme, et elle n'a jamais non plus su qui il était. Alors qui était cet homme ? Évidemment quelqu'un qui avait probablement des intentions malsaines, rien que le fait qu'il ait essayé d'écraser de jeunes filles pendant une nuit le prouve. Mais quelles étaient ses intentions vis-à-vis de Lucy ? Si on spécule un petit peu sur ça, on peut se dire qu'il avait remarqué qu'une femme vivait seule dans ce studio, et je pense qu'il essayait d'attirer la jeune femme vers la porte pour qu'elle l'ouvre, et ensuite, une fois qu'il serait entré dans le studio, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Évidemment, on peut imaginer le pire. Merci à toi en tout cas Ashley de m'avoir partagé cette histoire, j'espère que je l'ai bien retranscrite, et nous allons maintenant conclure avec une dernière histoire. Dans cette histoire, nous allons suivre le témoignage d'Atana. C'est quelque chose qui s'est passé en été 2014 alors qu'elle avait 17 ans. Elle vivait dans le nord de la France et elle venait de déménager dans le sud, précisément dans le sud-ouest pendant les vacances d'été. Et comme vous le savez peut-être, dans le sud-ouest il y a les fameuses férias. C'est pile à ce moment-là que l'histoire d'Atana se passe, et ces événements étant une grande première pour elle et sa famille, la famille a décidé naturellement d'y participer pour voir ce que c'était. Donc le week-end, ils vont dans le centre-ville, tout se passe bien, ils rigolent, ils s'amusent, vraiment ils apprécient beaucoup ces festivités-là. Il y avait également des amis de la famille, donc au moment de rentrer, le père de famille décide de rester un peu sur place pour discuter avec des amis. Atana, sa mère et sa sœur rentrent à pied. Leur maison se trouve un peu à l'extérieur de la ville, pas dans un village mais un peu isolé, il y a une zone boisée à côté de la maison qui entoure celle-ci. Il n'y a pas de voisin qui vit proche de cette maison, donc pour la tranquillité c'est parfait, mais ça fait également un peu scénario de film d'horreur. Mère et les deux filles rentrent facilement à la maison, il n'y a pas de problème. Il était assez tard dans la nuit donc tout le monde est parti se coucher. Atana elle était dans sa chambre mais elle n'avait pas tout de suite sommeil donc elle a décidé de lire un petit peu avant de s'endormir. On est donc en été, il fait assez chaud donc Atana dort la fenêtre ouverte mais le volet fermé. En plus de ça, sa maison est faite d'une manière assez particulière. Il n'y a pas de rez-de-chaussée, ou en tout cas ce rez-de-chaussée est un garage et en fait toute la maison se situe au premier étage. Comme ça vous voyez un petit peu comment c'est fait. Pendant 1 heure à peu près, Atana lit son livre et alors qu'elle est plongée dans sa lecture, elle entend des bruits de pas à l'extérieur de sa maison. Tout naturellement, son père n'étant pas encore rentré, elle se dit que c'est son père qui rentre. Sauf que rappelez-vous, la fenêtre est ouverte mais les volets sont fermés. Donc elle entend le bruit mais elle ne voit rien, donc elle ne peut pas vérifier si effectivement c'est son père ou pas. Sauf que, au bout de 10-15 minutes, Atana n'a entendu aucun bruit dans la maison. Alors que logiquement, si c'était réellement le père, on l'aurait entendu. On aurait entendu soit la porte d'entrée, on l'aurait entendu marcher dans les couloirs, donc Atana, se posant quelques questions, décide d'aller voir sa mère pour lui expliquer la situation. Atana est assez stressée, sa mère la calme, et elle la rassure en disant que c'est probablement une biche qui est passée à côté de sa fenêtre, chose qui était déjà arrivée par le passé, donc pourquoi pas. Atana se dit que c'est plausible donc, elle n'insiste pas, elle est plutôt rassurée et elle retourne donc se coucher. Mais ça lui trotte quand même dans la tête, parce que justement sa mère lui a dit que c'était peut-être une biche, donc elle se souvient des autres moments où une biche était passée à côté de sa fenêtre, et elle fait des liens qui n'existent pas, c'est-à-dire que ça ne ressemblait pas aux événements qui s'étaient déjà passés. C'est une demi-heure après que le père est finalement rentré. Quand il est rentré, Atana est sortie de sa chambre et lui a parlé, mais lui n'a rien vu à l'extérieur. Donc pour le coup, on oublie un peu cette affaire, il ne s'est rien passé pour le reste de la nuit. Le lendemain, les festivités ne sont pas terminées, donc la petite famille retourne en centre-ville pour y participer. Mais là, la famille rentre plus tôt. Et en rentrant, tout le monde découvre que le petit chien de la famille a défoncé le bas de la porte. C'était quelque chose de très inhabituel, ce n'était pas un chien violent, donc si jamais il avait fait une chose pareille, c'était qu'il y avait quelque chose. Il y avait eu un problème, en tout cas il y avait quelque chose qui s'était passé. Le chien est un petit peu grondé quand même, mais ça laisse planer le doute dans la tête de la famille. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a réagi comme ça? Tout le monde va se coucher, et de nouveau, Atana entend des bruits de pas sous sa fenêtre. Cette fois-ci, son chien dort avec elle, et le chien, de par son ouïe assez développé, l'entend, et directement, bien qu'il était assoupi, le chien se réveille, et il aboie. Discrètement, Atana se réveille, sans faire trop de bruit, même si le chien a un peu cassé l'effet de surprise, si on peut dire. Elle est rapidement allée voir son père, et il se trouve que son père aussi avait entendu quelque chose. Lui, il n'a pas entendu des bruits de pas, il entendait un autre son, c'était le son de la porte du sous-sol qu'on essayait d'ouvrir, la porte du fameux garage au rez-de-chaussée. Rapidement, le père est allé à la porte d'entrée pour voir ce qu'il se passait,
et il a trouvé quelqu'un à l'extérieur avec un pied de biche qui essayait de se frayer une entrée dans la maison. La personne, dès qu'elle a vu le père d'Atana, a pris la fuite. Le père l'a poursuivi, mais au bout d'un moment, l'homme est rentré dans une voiture blanche qui l'attendait et la voiture est partie. Le père est revenu là où l'homme se trouvait quand il a été découvert, il a retrouvé le pied de biche, mais également un couteau. Évidemment, cette découverte, ça met un froid sur la famille. Tout le monde discute de ce qui s'est passé, ils essayent d'apaiser la situation et au bout d'un certain moment, toute la famille va se coucher. Évidemment, le sommeil a été dur à trouver à cause de la peur que l'homme qui tentait de s'introduire dans la maison ne revienne. Dans la nuit, Atana est réveillée. Elle est réveillée par un son de voiture qui allait très vite et qui s'arrête net devant la maison. Le père de famille, qui était encore aux aguets, a entendu ça et il est sorti directement pour confronter les potentiels intrus qui revenaient sur le lieu de leur crime. Et c'est là qu'Atana entend des coups de feu, puis le son de la voiture qui repart. Elle se précipite à l'extérieur et elle découvre son père, inerte, sur le sol. Et là, Atana se réveille, en pleurant. Cette partie-là, c'était un cauchemar qu'elle avait fait, causé par le traumatisme qu'elle avait vécu un peu plus tôt. Elle s'est précipitée pour voir son père et fort heureusement son père allait très bien. Toute cette histoire de la voiture qui revenait avec le coup de feu était quelque chose que son esprit avait imaginé parce qu'elle avait peur que les intrus, les cambrioleurs ne reviennent. Le reste de la nuit, Atana n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle voulait s'assurer que son rêve, ou en tout cas son cauchemar, resterait ce que c'est, un cauchemar. Le lendemain matin, la famille, avec l'aide de la lumière du jour, a refait un tour de la maison pour voir si d'autres choses avaient été laissées par les intrus. Et oui, il y avait des traces de pas sous la fenêtre d'Atana, et un couteau a également été trouvé sous celle-ci. Il semblerait en fait que les cambrioleurs aient tenté de s'introduire dans la maison alors que la famille était dans le centre-ville, mais ils ont été dissuadés de s'introduire quand le chien les a entendus et a voulu défendre son logement, notamment en attaquant le bas de la porte d'entrée. Voulant quand même s'introduire dans la maison, ils ont fait le tour et ils ont voulu rentrer par la fenêtre d'Atana. Sauf que cette tentative a rapidement été déjouée, malgré eux par la famille qui rentrait. Donc, rapidement, l'intrus ou les intrus se sont cachés dans la forêt alentour, ont attendu que tout le monde se couche pour récidiver leur tentative. En tout cas, c'est ce qui est supposé par la famille, il n'y a pas eu d'enquête de police car la police n'a pas été contactée. Parce que, encore une fois, comme dans une autre histoire, il n'y a pas eu d'effraction dans la maison. Il y a eu une tentative, mais mis à part essayer de forcer une porte avec un pied de biche, les cambrioleurs n'ont pas réussi à s'introduire dans la maison. C'est là que le témoignage d'Atana se termine. Évidemment, c'est le genre d'expérience qui te pousse à faire certaines choses. Elle nous dit qu'après ces événements, ils ont adopté 2 bergers allemands pour se rassurer et pour potentiellement dissuader si de nouveaux intrus voulaient revenir dans la maison. Et apparemment, de ce qu'Atana a raconté, effectivement, ça a bien servi parce que quelqu'un s'est fait courser par un de ses chiens jusque dans la forêt. Quelqu'un qui voulait s'introduire aussi dans la maison, est-ce que c'était une des personnes présentes dans cette histoire ou pas? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, merci du fond du cœur Atana pour cette histoire. C'est sûr que c'est quelque chose d'assez difficile à vivre, je pense, surtout que ça se passe en une nuit. Dans le thread, on a l'impression que ça dure longtemps, alors que ça se passe vraiment en quelques heures à peine. Voilà les amis, nous en avons terminé pour ces différents threads des abonnés. J'espère que ces histoires vous ont plu. J'espère avoir réussi à partager les histoires que vous m'avez envoyées au mieux. Évidemment, on envoie un maximum de force à tous ceux qui ont vécu des événements traumatisants, pas forcément que ceux dont j'ai raconté l'histoire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos de ce format-là, des vidéos qui, je pense, feront une certaine durée pour vraiment couvrir le maximum de témoignages que vous m'envoyez. Encore une fois, je le répète, si vous souhaitez m'envoyer votre témoignage, ça se passe sur Instagram qui s'affiche juste ici, ou alors pour ceux qui n'ont pas l'application, vous pouvez me l'envoyer directement dans le mail qui se trouve dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un j'aime sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Merci encore une fois du fond du cœur de me suivre, d'avoir partagé ces histoires avec moi. J'espère vous avoir rendu honneur. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!